Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième volet de la lecture de Quand nous étions des ombres de Michael Hirsch. Donc je continue. L'Amérique ne porte pas encore le prénom du Florentin Vespucci quand Christophe Colomb entreprend son quatrième et dernier voyage vers ce qu'il croit toujours être l'Asie. Fasciné par l'apocalypse songeant de Patmos, il croit la fin des temps assez proche et veut reprendre la ville de Jérusalem et le Saint-Sépulcre aux infidèles afin de hâter l'avènement du jugement dernier. Pour financer cette nouvelle croisade, dont il souhaite prendre la tête, il lui faut les soieries de Cathay, l'or des Indes et tous les trésors de Cipango, les pierres, les métaux, les épices, les esclaves. Tout. Il lui faut se couvrir de biens précieux, mais pour la plus grande gloire du Seigneur, et c'est la raison pour laquelle, échaudé par le retour de Vasco de Gama qui revient à peine de Calcutta, les cales pleines à ras-bord, il quitte à nouveau Cadiz le 11 mai 1502. Pardon. Isabelle, la très catholique, finance l'expédition avec les biens saisis aux Juifs expulsés d'Espagne. En attendant l'or de ce qui n'est pas encore un nouveau monde, on dépense celui dérobé chez ses voisins, et le tribut de la persécution finance donc le génocide à venir. On dit qu'un bien mal acquis ne profite jamais, et si l'Espagne est effectivement moins riche à la fin du règne de Charles Quint qu'à ses débuts, on oublie un peu vite que le sort des victimes, juives ou aztèques, est tout de même moins enviable que celui de la noblesse espagnole. En attendant, Christophe Colomb porte une robe de bure, accomplit moult génuflexions sur le pont de sa caravelle, pense que la terre a une forme de poire et croit que le Saint-Esprit l'accompagne, car il est l'envoyé de Jésus-Christ sur cette terre de souffrance. Il emmène son frère, son fils, et un notaire de la couronne espagnole chargé de comptabiliser le butin. Tricard à Hispaniola, il prédit un ouragan en se fondant sur la conjonction de Jupiter et de la Lune et sauve sa flottille de la dépression tropicale. Après une escale à la Jamaïque, il fonce vers l'ouest et accoste au Honduras, qu'il croit être la Chine, car il n'en démord pas. Le Gange n'est qu'à quelques jours de navigation. Les mines du roi Salomon sont toutes proches et le paradis terrestre n'est pas loin non plus. En fin de compte, après des mois de pérégrinations infructueuses, sans or, ni pierre, ni métaux, ni épices, ni esclaves, rien, il fonde la première colonie d'Amérique centrale, sans savoir qu'il vient d'aborder un continent encore inconnu, puis s'en retourne bredouille vers l'oubli temporaire et la gloire future. Le petit cimetière de Valladolid et la cathédrale Santa Maria de Séville. Que sait-on de ce grand néant baptisé Amérique précolombienne ? On ignore presque tout de ces 30 000 ans, tant les Européens se sont évertués à trucider les populations, démonter les temples pierre par pierre et brûler tout le reste dans une frénésie de destruction légitimée par l'éloignement, le droit et l'appât du gain. Des siècles de rites, de guerres intestines et de cultures ont été passés à la trappe de l'histoire. Comme celle-ci commence avec l'écriture avec la Bible, et la Bible avec l'idée de nation. En 1524, Cristobal de Olide, ancien compagnon de Cortés qui avait participé à la conquête du Mexique et à la prise de Tenochtitlan, fut envoyé plus au sud, à Las Ibueras, le siège de la capitale des Aztèques. Ayant tout de même duré 75 jours, on décida de recourir à 5 navires, 400 hommes et 30 chevaux, au cas où les sauvages seraient plus coriaces que prévu. Après un détour par Cuba, où il fut encouragé à se rebeller contre son commanditaire, Cristobal de Olide fonda le port de Triunfo de la Cruz, qui végète aujourd'hui entre la plage et un chemin de terre battue. C'est un village de cabanes mal foutu.
c'est un village de cabanes mal foutues. On y bouffe le tribut de maigre pêche, car les eaux sont épuisées. On s'y ennuie en crevant de chaud, et le soir venu, on dépense l'argent qu'on n'a pas en bière tiède et en pute. Au mois de juin, Cortés envoya son cousin Francisco de las Casas mettre un terme à la mutinerie. Cristobal de Olid fut égorgé en place publique, et tout rentra dans l'ordre. Cet événement sanglant marqua la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la République du Honduras. Il ne fallut pas plus d'une trentaine d'années pour que la quasi-totalité des habitants de cette région soit convenablement exterminée, renvoyée à l'oubli éternel, et que la terre, cette res nullius, devienne enfin la propriété de Las Casas et de ses successeurs, Cabaños, Guardiola, Castellamiros et tant d'autres. Qui se souvient du cacique Lempira des Colquins, dont les exploits ne servirent à rien et dont le nom devint celui de la monnaie locale, couramment échangé entre les ouvriers et les patrons de bordel, les dealers et les toxicos, le gouvernement et la Banque mondiale? Dans l'intervalle, les peuples amoindris, qui avaient parcouru la moitié du continent du nord au sud, quittaient leurs frères pour un différend religieux, les Aztèques pour une question de récolte, et finalement les Chibchas, pour une raison inconnue, avaient choisi de s'enfoncer dans la forêt. Ils occupaient maintenant des lieux inaccessibles, afin de pratiquer leur foi en toute quiétude, et prononçaient des mots étranges et compris d'eux seuls. Ensut nani aakaka. J'avais presque fini un honnête travail de sape, un tir à boulet rouge sur les nouvelles technologies et les flux financiers déguisés en hagiographie pour midinette. Le cœur de l'homme était enfin révélé, les tourments et les cauchemars indescriptibles de la toute-puissance. Les États cèdent le pas aux empires industriels, les généraux d'empire aux capitalistes. Il y a désormais plus à craindre de Google et d'Apple que de la CIA ou de l'ancien KGB. Car le prochain totalitarisme sera le fruit d'un géant des médias. Étrangement, Sauval renonçait à tout cela, sauf à l'argent. Il abdiquait au profit des petits actionnaires et prenait une retraite dorée avant même d'avoir accompli quoi que ce fût. Mais quand on peut faire tout ce qu'on veut, on a tôt fait de ne plus savoir quoi désirer. J'ai longtemps cru tenir les rênes de cette relation équivoque, dans laquelle j'incitais mes proies à la reddition la plus complète. Ces quelques heures de lâcher-prise et d'exhibitionnisme total, j'en étais convaincu, leur faisaient finalement le plus grand bien. Quand j'y repense, c'était meilleur pour tout le monde que la cravache, le latex ou les clubs échangistes. La confession à valoir d'absolution et dans le vide laissé par les églises, je rendais service aussi bien qu'un autre. Excusez-moi, je tousse beaucoup. C'est finalement l'ennui de la répétition qui mit un terme à mon arrogance. Sauval s'avérait être mon plus grand succès et le pire de mes échecs. Il avait ce don de trouver une signification particulière à tout ce qui lui arrivait et me proposa de laisser tomber la biographie au sens strict pour me livrer à ses côtés à la grande aventure de l'homme moderne, la conquête du livre Guinness des records. Je crois que ma trop grande assurance me rendait vulnérable. Comme tous les gourous, j'attendais secrètement d'être mystifié à mon tour, réclamant sans même le savoir d'être bercé d'illusions, pris en charge comme un nourrisson. Je voulais, sans l'avouer, renoncer à mon libre arbitre et laisser de côté mon costume de manipulateur et de cynique pour retrouver une forme de candeur et d'inconséquence qui me faisait défaut. La promesse d'une très grosse somme d'argent emporta mes dernières hésitations. Je ne fis même pas semblant de réfléchir. Je me suis laissé abuser parce que je le voulais bien. Exactement comme les célébrités d'un jour plus ou moins long m'avaient confié leurs vices et leurs vertus,
en toute inconscience et en connaissance de cause. Je décidai d'assister à mon tour au spectacle, à la magie. J'espérais me sentir plus vivant et pensais que la proximité de la fortune ferait de moi un spectateur comblé. En définitive, je voulais seulement qu'il m'arrive quelque chose de bien, mais de manière passive, sans comprendre que j'aurais dû aller au-devant des événements pour en jouir ensuite un tant soit peu. Nous mettrons en scène l'histoire comme d'autres mettent en scène des pièces de théâtre, me dit-il, et je fus littéralement comblé par ce sens inattendu de la dramaturgie. Excusez-moi, je suis peut-être en train de tomber malade. Sauval remboursa l'avance que j'avais reçue de mon éditeur et, sans que je m'en rende compte, devint mon patron, au sens où les saints du calendrier protègent ceux qui croient en eux. Et je crus en lui. Comme ces trouvères du Moyen-Âge, j'avais désormais pour mission de raconter la geste d'un héros et de consigner par le menu ses hauts faits en matière d'altitude et de vitesse. Je gravais dans le marbre les minutes d'une vie totalement inutile, improductive, absurde jusqu'à l'excès, mais qui faisait de cette absurdité même un étendard assez glorieux, comme celui des armées de fanatiques. Le livre qui devait naître de cette démesure sans objet dépassait en monstruosité tout ce qu'on pouvait imaginer et confinait, en réalité, à l'épopée moderne. À l'argent, rien n'est impossible, mais tous les exploits ont déjà été accomplis. Sauval aurait voulu être un explorateur, un aventurier comme Phileas Fogg ou Neil Armstrong, mais en l'absence de nouvelles terres à explorer ou d'abysses à sonder, il dut se contenter de battre des records stupides et d'améliorer les performances réalisées par d'autres, avec le sentiment tenace que rien ne va jamais assez vite. Je ne sais à quel point il avait songé à tout cela avant de devenir riche, ni dans quelle mesure il avait habilement composé avec la réalité pour accomplir une destinée symbolique de son époque. Peut-être était-il tout simplement fou, comme ces Byzantins dont je me sens proche à présent. Il semblerait que je donne à mon tour et a posteriori un sens à ce qui n'en a jamais eu. La folie et la sainteté font bon ménage, on l'a vu. En tout cas, on avait finalement décidé de sauter le pas, et j'étais malgré moi sidéré par ce sens de l'audace. Dévoré par une soif inextinguible de reconnaissance, l'homme avec ses chiffres n'était qu'un enfant brûlant de réitérer l'exploit qui lui avait valu la croix de bravoure de 2e classe avec son ruban vert. Comme un leitmotiv pathétique, ce moment de sa vie dont il était finalement le plus fier revenait sans cesse dans son discours, comme celui de la gloire à l'origine de la réussite, mais aussi de l'abandon le plus complet. Son père n'était même pas venu assister à la remise de la médaille. Les grands nombres auxquels il avait beaucoup donné lui avaient tout rendu. La magie de l'algorithme, avec ses séquences répétitives, presque musicales, comme un thème exposé puis donnant lieu à d'infinies variations, préfigurait l'avènement du nombre parfait, le montant illisible et insensé de son compte en banque. On n'en parlait pas. Mais certains nombres prennent tout de même un nom, car il est impossible de les écrire de manière décimale sans perdre son temps ou sa raison. L'argent, thésaurisé comme on couvre patiemment un œuf, devait donc avoir un patronyme qu'il était inconcevable de prononcer à haute voix. Comme il y a un nombre de Graham et un nombre de Skews, il devait aussi y avoir un nombre de Sauval. Parallèlement, il avait développé une fascination inversement proportionnelle pour les intervalles d'une brièveté extrême, mesurant tout avec la plus grande précision,
cherchant à réduire au maximum les durées de toutes sortes, coupant toujours à la corde afin de réduire les distances, même les plus insignifiantes. Comme on dit au Maghreb, les gens pressés sont déjà morts. Tout ceci le prédestinait d'une certaine manière à la conquête du record le plus beau et le plus vain de tous, celui du plus grand nombre de records. Sauval se mit donc à chercher ce qu'il pourrait tenter en mer ou dans les airs, afin d'être le premier, ou tout du moins le plus rapide. Il voulait imaginer quelque chose d'inédit à caractère exceptionnel, mais se voyait sans cesse confronté à l'existence du passé, à la finitude de son monde. On avait beau rabioter les secondes, il restait toujours des chiffres infiniment divisibles, et la frustration qu'il avait quittée un instant le saisissait de nouveau. Je crois qu'il voulait tenir quelque chose dans ses mains, ou le déclarer sien, mais une telle récompense n'est pas donnée à tout le monde. Avec ce besoin compulsif d'être aimé, son antipathie et néanmoins son pouvoir de séduction, il était toujours content de lui et perpétuellement insatisfait. Payé comme je ne l'avais jamais été auparavant, je le regardais avec curiosité se débattre sans jamais rien achever, passer de lubie en lubie, cherchant toujours à plier la réalité à son moindre désir. J'avais croisé sa route et étais sans doute voué à ne jamais le voir nettement, projetant sur son ennui ma propre part d'aigreur, jusqu'au jour où, sans doute lassé de la répétition, comme un musicien qui s'est beaucoup entraîné, il mit finalement la machine en branle. À 45 ans, et sans capacité physique particulière, il ne pouvait envisager de gravir l'Everest, sommet dont il n'aurait été finalement que le 5872e vainqueur, après plusieurs aveugles et un enfant de 13 ans. L'âge et le style de vie le condamnaient donc aux performances mécaniques, rendant ainsi à sa fortune un usage qu'elle semblait avoir perdu. Son entourage se mit par conséquent en quête d'une prouesse inégalée. Il prit des leçons de navigation, de conduite sportive et de pilotage. Je devais assister à la naissance de l'homme nouveau, à la transfiguration du commun par le pouvoir de l'argent. Comment savoir si la motivation l'emportait sur un talent inné pour la maîtrise des machines, ou si les sommes dépensées le protégeaient comme un talisman et le rendaient meilleur. Force est de constater qu'il était doué, et que l'ignorance de la difficulté lui conférait un avantage supplémentaire. En 18 mois seulement, il se hissa au niveau des meilleurs dilettantes qui, faute de moyens suffisants, s'entraînent peu et comptent sur la chance ou les vents favorables. Les conseillers débauchés à prix d'or et les technologies de pointe firent de lui un honnête baroudeur, rivalisant en un rien de temps avec les vieux de la vieille qui rongeaient leurs freins sur la ligne de départ. La richesse l'affranchissait très bien de la providence. Nul besoin d'attendre sur le bord de la route la venue hypothétique d'un sponsor. Il était d'ailleurs devenu son propre produit dérivé, une marque en caractère blanc sur fond rouge qui illuminait les écrans de télévision et réjouissait par avance les journalistes en mal de sensation. Au point que plus personne ne se souvenait s'il était devenu riche avant de devenir célèbre ou l'inverse. Qui s'en souciait d'ailleurs. Il y avait tant à regarder. Les foules affluaient désormais à chacun de ses départs, comme on allait autrefois au cirque Barnum assister au lancement de l'homme canon. Et il allait effectivement plus vite, plus haut et plus loin que les autres qui restaient cloués au sol par indigence bien plus que par inaptitude. Du jour au lendemain, et en plus de ma mission de scribe, je fus donc bombardé directeur technique, contrôleur de vol, assistant, ou que sais-je encore. Saisi par la tourmente des événements et de l'agitation, j'avais vraiment l'impression de vivre une aventure plutôt que de figurer dans un spectacle. Jusqu'alors, j'avais vécu dans un monde où l'argent n'était qu'un objet de transition entre les besoins et leur satisfaction, les désirs et leur satisfaction éventuelle. Je n'en avais jamais eu, c'est-à-dire toujours suffisamment, mais pas assez pour envisager des lendemains meilleurs. Comme un drogué, j'avais seulement de quoi payer ma dose quotidienne de confort et de sécurité. Pas de quoi parvenir à satiété. Je n'avais pas encore considéré l'argent comme une chose en soi, sans doute par paresse ou manque de volonté, car ce genre de passion est éminemment exclusif. Il ne faut rien vouloir d'autre,
et j'avais toujours été rongée par de multiples envies. À la mort de mon père, j'emportais avec moi tout le legs familial, 53 boîtes de Doliprane qui occupaient la totalité de l'armoire à pharmacie et qui constituaient la dernière valeur disponible dans l'appartement presque vide. Il s'agissait du pansement de l'assistance publique sur la jambe de bois du cancer, prescrit juste avant la morphine terminale, et qui tenait dans 2 grands sacs de supermarché. Pendant les années qui suivirent, à chaque nouvelle migraine, je prenais un cachet en me disant que je dilapidais sottement l'héritage paternel, comme un fils prodigue qui roule en voiture de sport et flambe au casino. Je me voyais vendre les tableaux de maître, les meubles anciens, l'attelage avec les chevaux. J'écrivais en province une lettre bouleversante et mauvaise, afin de demander toujours plus d'argent pour couvrir les chèques sans provision, les dettes de jeu et le train de vie parisien. Durant cette période, j'eus le sentiment de partager quelque chose avec mon père, sinon la douleur, du moins une partie du remède, une même application à lutter contre son corps. Jusqu'au jour où il ne resta plus rien. J'avais avalé le dernier comprimé de la dernière plaque, de la toute dernière boîte. Ce jour-là seulement, je fus orphelin. Subitement, j'étais devenu riche moi aussi. Pas comme Sauval, évidemment. Pas de manière éhontée, déraisonnable. Je n'étais pas en mesure de raser des montagnes pour dégager la vue, ou de creuser des mers intérieures pour mon bon plaisir. Je ne pouvais aller dans l'espace sur un coup de tête ou jouer avec la vie de milliers de personnes, comme on le ferait avec des fourmis laborieuses et aveugles. Mais j'aurais pu tout plaquer, changer de vie, quitter l'entourage de Sauval sans crier gare. En définitive, je n'étais lié par aucun autre contrat que la parole donnée. Pourtant, quelque chose d'indicible me retenait, l'envie d'en avoir encore plus, l'envie de voir où tout cela mènerait. J'étais donc assis sur un capital respectable et ne savais que faire de ce pécule vite amassé, bas de laine, de putain ou mise initiale au blackjack. Sauval, quant à lui, avait compris comment dépenser son argent, en bâtissant sa gloire comme on élève un monument ne commémorant rien d'autre que sa propre existence. Je voyais sa vie tout entière comme une pyramide, ne renfermant aucun tombeau. Que celle-ci fût ridicule ou non n'avait aucune espèce d'importance. D'ailleurs, j'étais manifestement le seul à me poser ce genre de questions. Le battage médiatique et les campagnes de presse bien organisées suffisant à rendre toute chose hors du commun. Et voilà pour aujourd'hui, chers amis, dans ce petit épisode 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Désolée pour la gorge, je pense que je suis en train de tomber malade. Je m'en excuse, sur une vidéo c'est jamais ouf, mais voilà, ça arrive. N'hésitez pas à partager aussi. Et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour l'épisode 4.